Monsieur le Président, Messieurs les ministres du gouvernement français et du gouvernement québécois, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les membres, Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée nationale de France, et après l'accueil exceptionnellement généreux que vous m'avez fait il y a quelques instants à votre séance, j'oserais simplement l'expression, mes chers amis, c'est une vraie reconnaissance. La reconnaissance, en tout cas, de l'essentiel, que vous accordez aujourd'hui au peuple québécois en me faisant l'honneur de me recevoir à l'Assemblée nationale et puis de me permettre de m'adresser aux représentants du peuple français. Et c'est au nom du Québec que je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que tous vos collègues du bureau de l'Assemblée, de me permettre ainsi, en m'adressant à vous, de parler du même coup à la nation française et à tous ceux de par le monde aussi, qui entendent avec une facilité et une sympathie particulière les choses que la France accepte d'écouter. Or, les choses dont je veux vous entretenir brièvement méritent, je crois, l'intérêt que manifeste et votre invitation et votre présence. Il s'agit d'un peuple qui, pendant longtemps, s'est contenté, pour ainsi dire, de se faire oublier pour survivre. Puis, il s'est dit que, pour durer valablement, il faut aussi s'affirmer. Et ensuite, que pour bien s'affirmer, il peut devenir souhaitable et même nécessaire de s'affranchir collectivement. Il est donc arrivé, il y aura 1 an dans quelques jours, qu'un parti soit porté au pouvoir dont la raison d'être initiale est toujours centrale, et justement l'émancipation politique. Et quoi qu'on ait prétendu, et qu'on prétende encore, dans certains milieux qui n'ont guère prisé l'événement, les électeurs savaient fort bien ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient ni ignorants, ni distraits. Et bien des gens, même chez ceux qui s'y opposaient, ont ressenti une grande fierté de cette victoire sur le chantage propre à tous les régimes qui se sentent menacés. Il est donc, nous semble-t-il à beaucoup, qui sommes en nombre croissant, il est donc de plus en plus assuré qu'un nouveau pays apparaîtra bientôt démocratiquement sur la carte. Là où jusqu'à présent un État fédéral aurait bien voulu n'apercevoir qu'une de ses provinces parmi d'autres. Et là où vit la très grande majorité de ceux que vous appelez souvent les Français du Canada, une expression dont la simplicité, qui rejoint toujours quelque chose d'essentiel, est pourtant devenue quelque peu trompeuse en cours de route. Mais, si vous voulez bien, commençons quand même par tout ce que l'expression conserve d'authentiquement vrai. À beaucoup d'entre vous, qui n'êtes pas vides de mémoire, je n'apprendrai rien, bien sûr, parce que beaucoup d'entre vous avez suivi assidûment et avec sympathie l'évolution du Québec et vous connaissez son histoire. Mais je crois qu'il n'est pas mauvais d'en rappeler les grands traits parce que cette histoire, elle est la vôtre aussi pendant un bon bout du chemin qu'elle a parcouru. Sur quelques 2000 kilomètres, du nord au sud et plus de 1500, de l'est à l'ouest, le Québec, physiquement du moins, est la plus grande des contrées du monde dont la langue officielle soit le français. Plus de 4 sur 5 de ses habitants sont d'origine et de culture française. Hors de l'Europe, nous formons donc la seule collectivité importante qui soit française de souche. Nous pouvons, tout comme vous, évoquer sans rire, ou enfin, en riant si peu, nos ancêtres les Gaulois. Et comme nous ne sommes pourtant que 6 millions au coin d'un continent comptant 40 fois plus d'anglophones, il nous arrive même à l'occasion de nous sentir cernés comme Astérix dans son village. Et de songer aussi que l'Amérique du Nord tout entière aurait fort bien pu être gauloise plutôt que, disons, néo-romaine. Car vous le savez,
Ce fut un incroyable commencement que le nôtre. De la baie d'Hudson et du Labrador tout en haut, jusqu'au golfe du Mexique tout en bas, et de Gaspé près de l'Atlantique jusqu'aux Rocheuses d'où l'on voit presque le Pacifique. C'est nous, et c'est donc vous en même temps, qui fûmes les découvreurs et aussi les premiers Européens à prendre racine. Les pèlerins du Mayflower n'avaient pas encore tout à fait levé l'ancre pour aller fonder la Nouvelle-Angleterre que déjà Champlain avait érigé à Québec son habitation et que la Nouvelle-France était née. Et puis, pendant 150 ans, guerriers et missionnaires, colons et coureurs des bois écrivirent bon nombre des pages les plus extraordinaires, sinon les mieux connues, des XVIIe et XVIIIe siècles. Quand j'étais à cet âge, comme tous les enfants, j'avais mon héros personnel, que j'ai sûrement partagé avec d'innombrables jeunes Québécois. Il s'appelait Pierre Lemoine, d'Iberville. De tous ceux qui, par des froids polaires comme des chaleurs torrides, sillonnèrent le Nouveau Monde, il fut sans doute le plus fulgurant. Et si son théâtre d'opération n'avait pas été ces lointains espaces, ou encore la vieille France, on me permettra de le dire, eût-elle été un peu moins exclusivement rivée à l'Europe, vous auriez aujourd'hui une multitude de petits Français qui rêveraient, eux aussi, à d'Iberville. Quoi qu'il en soit, cette histoire-là, pendant un siècle et demi, elle fut la nôtre et elle fut la vôtre également. Et je me souviens qu'en arrivant au dernier chapitre, celui qui se termine par défaite et conquête, on perdait le goût de savoir la suite. Et on revenait plutôt inlassablement au début. Parce que la suite, n'en déplaise à nos concitoyens d'origine britannique, ça nous semblait devenu en quelque sorte l'histoire des autres. Car cette défaite, on l'a bien décrite en disant qu'elle en fut une au sens premier de l'expression, c'est-à-dire que quelque chose en sortit littéralement défait, démoli, et pour longtemps. Et ce quelque chose, c'était, et je cite, cette aptitude à devenir une nation normale, qu'un intendant du roi, comme bien d'autres observateurs après comme avant lui, avait noté dans un rapport à Versailles. Si la colonisation française, hélas, la plus faible d'alors, n'avait pas eu à se heurter à la plus forte, qui était l'anglaise, l'évolution de ces Canadiens, dont personne d'autre alors ne portait le nom, les aurait menés à la pleine existence nationale tout aussi sûrement, et pas tellement plus tard, que les 13 autres colonies plus populeuses qui devaient bientôt se baptiser les États-Unis. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser nostalgiquement cette toute petite société de quelques dizaines de milliers de pauvres gens qui, en 1760, eurent à subir dans la vallée du Saint-Laurent une domination étrangère destinée à demeurer longuement permanente. Comme toutes les autres colonies de l'époque, ce n'était encore que la dépendance d'une métropole, mais de sa métropole, naturelle et lointaine à la fois, et dont le pouvoir, une fois son œuvre accomplie, aurait cessé chez nous naturellement comme ailleurs, n'eût été cette rupture de continuité. Déjà, en effet, la distance, le climat, les contacts suivis avec les populations indiennes, les aventures continentales, avaient façonné une mentalité et un mode de vie de plus en plus différents de ceux de la mère patrie. Il y avait là en puissance une nation française, bien sûr, mais aussi de personnalités nord-américaines et tout aussi capable que ses voisines de vivre sa vie et d'être présente au monde. Et c'est cela que la défaite vint briser. Mais sans parvenir toutefois à en effacer le rêve. Un rêve assez fort, quoique d'ordinaire inavoué, pour nourrir jusqu'à nos jours une identité et une idée nationale que seule la faiblesse numérique et l'isolement total empêchèrent de se réaliser. Mais bientôt, le nombre se mit à augmenter. La revanche des berceaux vint le multiplier si prodigieusement qu'un grand historien, Toynbee, affirmait un jour, et si peu que j'ai pu vérifier, il ne faisait pas d'ironie, affirmait un jour qu'à son avis, lorsque sonnerait la trompette du jugement dernier, 2 peuples seulement seraient sûrs d'y être encore, les Chinois et nous.
tout le long, en tout cas, de ce cheminement laborieux de la survivance, comme nous disons chez nous. Une absence, jusqu'à tout récemment, nous avait toujours paru singulièrement criante et assez incompréhensible, c'était celle de la France. Il y avait entre nous, depuis 2 siècles, souligné plutôt qu'amoindri par la participation commune aux 2 grandes guerres, un fossé d'ignorance et de méconnaissance que nos relations à peine épisodiques ne parvenaient qu'à creuser davantage. Aussi, n'est-il pas excessif, du moins pas beaucoup, de dire « enfin De Gaulle vint ». Non pas seulement et même surtout pour ce vive le Québec libre qui a été tellement discuté, cet accroc prophétique qui retentit tout autour du monde. Il faut se rappeler que bien avant, dès 1961, le général avait tenu à présider, avec le premier ministre Lesage, à de véritables retrouvailles entre la France et le Québec. Et sans doute poussé par sa passion pour le vieux pays et ce qu'il a produit de plus durable, il s'était donné la peine d'étudier le dossier de ce rejeton unique que nous sommes. Et ce dossier, je peux vous dire qu'il le connaissait à fond, mieux que quiconque, sauf les premiers intéressés, et même mieux que certains d'entre eux. Cette connaissance, elle était en effet parfaitement à la page. Ce n'était plus seulement celle des Canadiens de l'Ancien Régime, ni des Canadiens français de naguère, mais c'était aussi celle des Québécois, comme on disait déjà de plus en plus. Car au cours de ces années 60, à la suite d'une maturation dont personne ne s'était trop rendu compte, c'était le Québec qui émergeait brusquement, le Québec tout court, et non plus la province de Québec, colonie intérieure dans un Canada fédéral. Émergence sans aucune hostilité d'ailleurs, sans la moindre intention revancharde, mais qui indiquait tout simplement une auto-affirmation dont l'heure avait enfin sonné en attendant celle de l'autodétermination. À cet éveil rapide que nous fûmes nous-mêmes les premiers à trop juger étonnant, on a donné le nom que M. le Président rappelait tout à l'heure de révolution tranquille, ce qui n'était pas mal trouvé. Révolutionnaire, ce l'était réellement, si l'on accepte qu'un bouleversement fondamental puisse se passer de tuerie et de ruine. Tranquille, par conséquent, marqué par cette continuité dans le changement, même le plus radical, qui est l'une des caractéristiques de notre peuple. Tranquillement, donc, sur tous les plans, on assista à un déblocage aussi soudain que l'est au printemps la rupture des embâcles sur nos rivières. Et le terroir se mit à fleurir et à produire comme jamais. Une réforme aussi profonde que tardive de l'éducation. La mise en place d'une administration moderne, si bien organisée qu'elle donne elle aussi les signes d'un mal bureaucratique qui n'est pas que français. Mais également une pensée sociale qui, sur quelques points majeurs, passait rapidement de l'arrière à l'avant-garde. Et puis encore une conscience de plus en plus aiguë des responsabilités comme des enjeux essentiels de la vie économique. Et comme il est normal, tout cela fut d'abord annoncé puis accompagné par les artistes. Une pléiade sans précédent d'écrivains, de peintres, de cinéastes, d'architectes. Et surtout ces superbes poètes populaires dont plusieurs sont bien connus en France et qui nous ont fait un répertoire de chansons dans lesquelles, sans oublier les vieux airs de vos provinces qui nous avaient bercés, nous retrouvons désormais notre visage et nos accents d'aujourd'hui avec l'écho précis de nos réussites, de nos échecs et de nos projets. C'est ce Québec nouveau, renouvelé, que De Gaulle s'était donné tout simplement la peine de voir. Contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser, il n'avait pas eu à l'inventer. Inévitablement, cette métamorphose se devait de susciter la création d'un instrument pour l'exprimer politiquement et essayer de la conduire à son accomplissement normal. Cet instrument, le Parti québécois, nous fûmes d'abord quelques centaines, puis plusieurs milliers, à le mettre au monde en 1967-68, avec ces 2 objectifs qui sont demeurés jumelés depuis lors, souveraineté et association. Un État québécois souverain, mais acceptant, ou plutôt offrant à l'avance,
de nouveaux liens d'interdépendance avec le Canada, mais des liens à négocier, cette fois librement, entre partenaires égaux, en fonction de leur évidence géographique et de leurs intérêts les plus indiscutables. C'est-à-dire la réalité de ce mot de confédération qu'on nous a fait employer abusivement pendant plus d'un siècle. Ces objectifs qui peuvent sembler contradictoires sont en réalité parfaitement complémentaires, et s'ils comportent un pari, ce dernier nous paraît tout aussi logique aujourd'hui qu'il y a 10 ans, alors que nous le faisions pour la première fois, et en prévoyant aussi, dès lors, toutes ces stratégiques fins de non-recevoir qu'on nous oppose périodiquement en dépit du bon sens. Devant tout changement qui dérange, même lorsqu'on sait au fond qu'il va falloir y passer, la première réaction de ce qu'on appelle l'ordre établi est infailliblement négative. D'abord, et aussi longtemps que faire se peut, on dit toujours « jamais », comme le roi Canute qui se faisait fort d'arrêter la marée. Et voilà donc, en bref, l'option nationale qui est inscrite depuis les débuts, au cœur d'un programme politique dont chaque paragraphe, chaque mot même, a été rigoureusement soumis à l'attention de tous les Québécois. Mais comme les autres, bien sûr, au-delà de ces questions existentielles, mais assez peu quotidiennes qu'on règle pour un temps dans les constitutions, notre peuple vit également tous les problèmes, les frustrations et les aspirations des hommes et des femmes de leur temps. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer, en cours de route, de répondre aussi le moins mal possible, avec les compétences que daigne nous accorder le régime actuel, à ces exigences de nos concitoyens. L'ensemble du projet de société que nous avons tenté de dessiner, d'autres que nous lui ont collé une étiquette européenne de marque, celle de la social-démocratie. Il me semble toutefois préférable de parler plus simplement de démocratie sans qualificatif, ce vieil idéal qu'on n'atteindra jamais complètement et qu'il faut donc poursuivre avec persistance afin de l'instaurer autant qu'on peut dans tous les coins de la vie où il fait encore si grandement défaut, dans le logement comme dans l'entreprise, pour les vieux comme pour les jeunes, pour les femmes, pour les consommateurs, pour les laisser pour compte de la croissance, mais d'abord et avant tout, selon notre jugement chez nous, vis-à-vis de nos problèmes, d'abord et avant tout, et avec une rigueur toute spéciale, dans l'action politique. Le droit d'être électeur n'appartient qu'aux seuls citoyens. Il n'y a donc pas de raison, et nous en avons ainsi décidé dès le début du mandat de notre gouvernement dans une loi, de permettre aux sociétés, ou aux syndicats, ou à quelques groupes de pression que ce soit, de se mêler financièrement de la vie des partis. Pour nous, dans la situation où nous sommes en tout cas, c'est là une exigence démocratique de base. Et si une vraie démocratie doit pouvoir s'installer partout, il faut bien sûr à une société que la tâche intéresse la pleine et entière liberté de le faire à sa façon, selon ses priorités. C'est ce besoin d'une liberté dont le synonyme le meilleur, à mon humble avis, est responsabilité, qui explique pour une très grande part notre objectif d'indépendance nationale. Qu'il s'agisse en effet de l'aménagement du territoire, de la sécurité sociale ou du progrès économique. Les interactions sont telles dans le monde moderne qu'on ne peut mener une politique cohérente et efficace si l'on ne détient que des morceaux de compétences et des fractions de fiscalité. Cela appelle des moyens législatifs et financiers que le Québec ne possède pas actuellement et qu'il ne peut trouver que dans l'accession à la souveraineté politique. Mais il y a de plus le souci constant, lancinant et même quotidien, pourrait-on dire, de maintenir une identité linguistique et culturelle qui a perdu les vieilles sécurités d'un Québec isolé, rural et prolifique. Une identité qui est aujourd'hui exposée comme jamais aux grands courants continentaux de la culture américaine et qui risque par surcroît d'être minorisée par la politique d'immigration d'un État fédéral que nous ne contrôlons pas, ainsi que par le poids excessif au Québec d'une minorité anglophone dont les milieux dirigeants exercent depuis trop longtemps une influence proprement coloniale. Or, cette identité
après bientôt 400 ans, elle est comme l'âme à tel point chevillée à l'organisme du Québec que sans elle, il n'aurait plus sa raison d'être. Aussi, en attendant cette sécurité définitive que seules nos propres institutions politiques sauront nous garantir, avons-nous été, dès les premiers mois, le 3e gouvernement québécois d'affilée à se voir dans l'obligation de présenter une loi pour la défense et la promotion d'une langue qui, dans un contexte normal, n'aurait jamais eu besoin d'une telle prothèse. Et voilà donc pourquoi, dans un référendum que l'on tiendra avant les prochaines élections et qui ne saurait évidemment impliquer que nous seuls, Québécois, sera proposé le choix d'un Québec souverain, maître politiquement de toute sa vie interne et de son devenir. À quoi absolument rien n'interdit d'assortir cette offre complémentaire que j'évoquais tout à l'heure, celle de négocier avec le Canada une association essentiellement économique qui serait non seulement aussi rentable pour lui que pour nous, et peut-être même davantage, mais non moins nécessaire à sa continuité pour peu qu'il y tienne. De toute façon, le Canada en général sait bien maintenant, et presque aussi bien que le Québec, qu'à tout le moins de profondes transformations sont requises. Le régime constitutionnel qui fut concédé à une poignée de colonies du siècle dernier est devenu un carcan maintenant. Derrière la fiction des 10 provinces, 2 peuples distincts et qui ont l'un et l'autre le même droit à l'autodétermination, se trouvent non seulement à l'étroit, mais en danger de s'empoisonner mutuellement de plus en plus, comme ces 2 scorpions que Churchill évoquait naguère enfermés dans la même bouteille. Voilà un quart de siècle que l'évolution du Québec pose la question avec une insistance sans cesse croissante. Et sans cesse, on l'a esquivé tant qu'on pouvait. Mais l'on est maintenant arrivé à un point où, d'échec en échec, l'accord est en train de se faire sur la nécessité d'un renouvellement politique, plutôt qu'un mauvais compromis de plus. L'association lucide de 2 peuples et de 2 États que nous proposons nous semble seule susceptible d'assurer de part et d'autre un avenir à la fois plus harmonieux et infiniment plus stimulant. Il ne s'agit pas tant de détruire quelque chose qui est déjà condamné, mais de commencer à bâtir ensemble quelque chose de réaliste, de généreux et d'éminemment prospectif. Pour nous, Québécois en tout cas, c'est littéralement du droit de vivre qu'il s'agit. Et cette exigence ne nous apparaît pas seulement naturelle et normale, ce qu'elle est à l'évidence, mais très clairement inscrite aussi dans un mouvement universel, contre le risque de nouvelles hégémonies, contre le danger de domestication des esprits et de folklorisation des cultures. La véritable chance d'un nouvel humanisme mondial, s'il en est une, doit passer par l'apport original et constructif des personnes nationales dont nous sommes. En Amérique, où nous avons tenu le coup pendant pas mal de temps, notre échec ou notre succès peut même préfigurer, pour le futur, le succès ou l'échec d'autres peuples, également aux prises avec le mal et la rage de vivre, et qui cherchent eux aussi leur voie. À la France et à l'avenir de la langue et de la culture française, de toute façon, il ne saurait être indifférent que s'affirme sur cet autre continent un peuple libre qui puisse exprimer en français, avec son accent à lui, toutes les dimensions du monde d'aujourd'hui. La France et la francophonie seront d'autant plus fortes que sera également fort et sûr de soi ce Québec qui serait d'emblée au 11e rang sur plus de 150 pays pour le revenu national par habitant, et auquel ses ressources humaines, aussi bien que matérielles, promettent une carrière dont seule sa propre volonté collective peut fixer les limites. Les Québécois, comme tout autre peuple normal, vont avoir bientôt à décider entre eux
de leur statut politique et de leur avenir national. Mais considérant tout ce qui nous unit, nous attendons cependant de vous et de tous les francophones du monde compréhension et sympathie. Quoi qu'il advienne, nous entendons maintenir et accroître avec le peuple français sur ce pied d'égalité que nous avons eu moins de peine à trouver que d'autres qui auraient dû le trouver plus vite. Mais de maintenir, dis-je, avec votre peuple français, sur ce pied d'égalité que nous avons trouvé, ces relations privilégiées établies depuis bientôt 20 ans et qui sont, je crois, si mutuellement fructueuses et bénéfiques à tous les égards. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, je vous prierai donc de transmettre aux hommes et aux femmes de votre pays les vrais et profonds sentiments d'amitié et de fraternité de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Merci.